Wafferelli. Mais on remercie beaucoup Elias Sambar d'avoir accepté de venir ici, de nous faire l'honneur de venir ici. Elias Sambar a une activité intense ces derniers temps, depuis les bombardements, depuis la publication de ces derniers livres, et il nous fait l'honneur de venir ici. Donc, je vous rappelle rapidement son parcours pour que vous voyez à quel point il peut nous apporter des éclairages très intéressants. Donc je vous rappelle le parcours rapidement de Elias Sambar, qui parle de lui-même. Elias Sambar est né en 1947 en Palestine, à Haïfa, donc avant la création de l'État d'Israël. Il a donc vécu dans sa chair avec sa famille la Nakba. Il a dû se réfugier au Liban 14 mois après sa naissance avec sa famille. Et il a fait partie de cette génération d'intellectuels formidables palestiniens qui ont fait connaître la cause palestinienne dans le monde entier. Il est notamment l'un des fondateurs de la revue d'études palestiniens et également le traducteur de son ami, l'immense poète Mahmoud Darwish. Et il a également été plus récemment le commissaire général de l'exposition de l'Institut du monde arabe, Ce que la Palestine apporte au monde, qui s'est terminée à la fin de l'année dernière. Plus récemment, il a écrit dans la collection Tracts de Gallimard ce petit livre, La dernière guerre. En plus de cette activité dans le champ intellectuel, Elias Sambar a été un témoin politique de premier plan sur la défense de la cause palestinienne. Il était membre du Conseil national de la Palestine depuis 1988. Il a participé à la conférence de Madrid sur la Palestine en 1991, aux négociations bilatérales de Washington en 1992, et il était la tête de la délégation au pourparlers pour les réfugiés depuis 1993. Il a également été ambassadeur à l'UNESCO de 2005 à 2021. Et c'est donc quelqu'un de tout à fait habilité à écrire le petit livre qu'il a écrit, La Palestine expliquée à tout le monde. Et il va aujourd'hui nous l'expliquer à tous. Et donc c'est un véritable honneur. Mileshker, Anitz, Elias Sambar. Bonsoir. Tout d'abord, il faut arrêter de parler d'honneur. Je suis là dans l'amitié, pas du tout dans l'honneur. C'est un terme absolument inapproprié. Et je voudrais également vous remercier et vous dire combien je suis touché d'être parmi vous, d'avoir reçu cette invitation et d'avoir maintenant l'occasion de vous parler. Comme vous le savez, nous sommes en ce moment, depuis 200 jours, nous sommes au 202e jour, pris dans une guerre qui a commencé à Gaza, qui a commencé également avant Gaza par le 7 octobre, cette attaque de plusieurs localités israéliennes, qui s'est prolongée à Gaza, qui aujourd'hui touche la totalité de la Palestine, et comme je vais essayer un peu de vous l'expliquer, qui risque précisément de déborder sur toute la région et d'arriver à une espèce de confrontation catastrophique qui mettrait à feu et à sang et la Palestine, qui l'est déjà, mais également tous les pays alentours et probablement pour aller jusqu'à l'Iran, donc Moyen, Proche et Moyen-Orient. Nous sommes extrêmement, en ce moment, sollicités, couverts et fournis en récits sur les événements. Et heureusement qu'ils sont là. Il y a beaucoup, la presse bouge beaucoup. Malgré l'interdiction faite aux journalistes par les autorités israéliennes d'entrer à Gaza, mais il faut savoir que nous avons des dizaines de journalistes palestiniens. Nous avons déjà 100 journalistes tués pendant qu'ils font leur travail, ciblés de façon très, très claire. Mais l'information circule, il y a énormément de récits des événements, il y a également pas mal, et c'est très bien ainsi, de présentation un peu des arrière-plans, c'est-à-dire voilà ce qui se passe, comment ça se passe, etc. De mon côté, quand j'ai commencé à rédiger cette petite plaquette, je voulais avoir la possibilité non pas seulement de dire ce qu'il se passe, mais ce que c'est. C'est très important de dire ce que c'est, parce que sinon on va globaliser l'événement. On ne va pas vraiment aborder la question des enjeux réels. Il y a aujourd'hui, dans cette guerre,
une sorte de retour à la case départ. C'est pour ça que cette guerre, qui n'est pas la première en Israël et dans le conflit israélo-palestinien, elle est quand même en tête-à-tête avec une seule autre guerre. Ce que je veux dire par là, il y a eu beaucoup de guerres dans la région. Il y a plusieurs guerres qui ont opposé à l'Égypte, à l'armée syrienne, en Cisjordanie avec l'armée jordanienne au sud Liban. Ce sont toute une séquence de guerres qu'on peut tout à fait, c'est le cas, lier à la question du conflit en général. Il y a une seule guerre, une seule et unique guerre qui ressemble à celle que nous sommes en train de vivre, c'est celle qui a eu lieu en 1947, c'est-à-dire le 29 novembre 1947, et qui s'est terminée en fait à la naissance de l'État d'Israël. Il y a une tendance, et je vais vous dire pourquoi, elle est très utile, très pratique, de dire la première guerre, c'est la guerre de 1948. Ça n'est pas vrai. La guerre de 1948 qui va opposer l'armée israélienne naissante, qui ne s'appelle pas encore l'armée d'Israël, qui s'appelle la Haganah, aux armées arabes, commence le 15 mai. Il faut que vous sachiez que le 15 mai, nous sommes déjà réfugiés. L'expulsion, la Nakba, a eu lieu avant la proclamation de l'État d'Israël. Nous sommes déjà sur une population totale d'1,4 million personnes en 1948. Nous sommes déjà 800 000 réfugiés expulsés de leur maison, de leur village, de leur communauté. Quel est l'intérêt de dire qu'il y a une seule guerre et pas deux? L'intérêt est de mélanger les deux guerres. Et toute la Terre a foncé dans ce mélange extrêmement dangereux. Ça a été de dire, si les Palestiniens ont été chassés, c'est parce que l'entrée des armées arabes a provoqué une guerre qui a fait que la population civile palestinienne est partie. Or, quand nous sommes réfugiés, il n'y a pas un seul soldat arabe sur le sol palestinien. C'est déjà joué. Et donc, cette idée de mélanger les deux guerres en une fait qu'on a mélangé une guerre judéo-palestinienne, parce qu'il n'y a pas encore Israël, hein, et les guerres israélo-arabes, est extrêmement efficace pour dire aucun crime n'a été commis. Dans toutes les guerres, les populations civiles se déplacent. C'est un accident de guerre dans les meilleurs cas. Et Israël, qui était contraint de se défendre contre une invasion arabe, a dû parfois les expulser. Or, l'expulsion est déjà accomplie, réalisée avant que les soldats arabes n'entrent. Quand les soldats arabes entrent, c'est la deuxième guerre de Palestine, ce n'est pas la première. Dans ce mélange va se jouer toute la question de la légitimité d'Israël, puisqu'il faut bien pour les Israéliens expliquent dans quelles conditions leur État est né. Et les Israéliens, l'État d'Israël, pas les Israéliens, qui est né à la suite de la barbarie nazie, avait besoin de dire qu'il était un État fondamentalement moral qui ne pouvait pas naître d'un crime. Il fallait effacer cet aspect de l'illégitimité des conditions de la naissance. Aujourd'hui, cette illégitimité fait que les Israéliens, dès qu'on leur parlait de la question du retour des réfugiés, immédiatement se disent qu'ils veulent nous forcer à repartir de là où nous sommes venus. Donc il y a une question d'existence d'Israël qui se joue tout le temps. Je vous dirai deux mots sur cette question existentielle. Donc nous sommes aujourd'hui dans une guerre qui est la seule qui reprend les éléments de la première des guerres dont je vous ai parlé, qui était une guerre entre deux protagonistes, pas trois, le peuple de Palestine, la communauté juive palestinienne, avant qu'elle devienne israélienne, et dont l'enjeu était « si je suis là, tu ne seras plus là, et si tu veux revenir, je ne serai plus là ». Donc c'est une question extrêmement cruciale d'existence. Et ce qui est très intéressant dans cette guerre, intéressant est peut-être un mot un peu léger, ce qui est tragique, c'est que c'est la seule, depuis 1947, dans laquelle l'enjeu est entre deux peuples. C'est la seule qui ne se déroule que sur le territoire de la Palestine. Rien ne se déroule au-delà des frontières.
Et c'est la seule qui n'implique pas des acteurs tiers. Il n'y a pas d'armée arabe, il n'y a rien, il n'y a que nous deux. Cette guerre dit aussi une chose fondamentale qui répond à un slogan qui a beaucoup circulé à partir du moment où le général Sharon a commencé à démanteler les colonies à Gaza. Donc il y a maintenant près de 19 ans. Quel était le mot d'ordre? Le mot d'ordre était « Nous devons maintenant finir ce que Ben Gurion était le fondateur, un peu le chef fondateur de l'État d'Israël, a laissé inachevé. » Qu'est-ce que Ben Gurion n'a pas terminé en 1948? C'est la conquête de la totalité de la Palestine historique, c'est l'expulsion de la totalité de son peuple, et donc l'aboutissement d'une question fondamentale qui est la disparition d'un peuple et de son territoire est remplacée par un mouvement colonial, il n'y avait pas d'autre terme, c'est une colonisation, la colonisation de la Palestine, légitimée aux yeux du monde entier du fait que la création de l'État d'Israël était présentée comme la seule réponse adéquate à la barbarie nazie. Et de là, on est entré dans deux concepts qui sont très dangereux, des concepts absolus. C'est-à-dire Israël a été présenté à sa naissance comme étant une expression d'un bien absolu face à un mal absolu qui était le nazisme. Vous savez, le bien et le mal absolu n'existent pas. C'est d'habitude dans ces notions d'absolu que naissent les fascismes. Il n'y a pas d'absolu. Tout est relatif, toujours, et heureusement. Sinon, la terre deviendrait invivable. Mais Israël étant présenté comme la seule réponse à la barbarie, est devenu un État porteur d'un bien absolu. Donc, quoi qu'il fasse, quoi qu'il suscite comme réaction, il est fondamentalement et toujours en état de légitime défense. C'est un bien absolu, donc c'est un état moral. On nous a souvent, là, on commence à voir ce que c'est en réalité. Il a l'armée la plus morale de la planète, et ainsi de suite. Cette guerre, donc, est extrêmement intéressante parce qu'elle est terrible à vivre, parce qu'elle nous ramène à la case départ. Qu'est-ce que Ben Gurion a laissé inachevé? La conquête du reste du territoire de la Palestine historique et surtout l'expulsion de ceux qui soit ne sont pas partis, soit qui ont été détachés corps et biens vers des territoires. Je vous explique. L'expulsion de la Nakba en 1948, vous avez une population d'1,4 million Palestiniens. 800 000 vont se retrouver dans les pays voisins, Liban, Syrie, Jordanie, Égypte. Mais 152 000 seront de nouveau restés en Israël parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les expulser. Il fallait faire très vite. C'est un casse, hein, c'est comme le casse d'une banque, hein, c'est le casse d'un pays. Et les autres, où est-ce qu'ils sont? Les autres ont été détachés avec des régions palestiniennes. La Cisjordanie a été détachée et confiée à la Jordanie. La bande de Gaza a été détachée et confiée à l'Égypte. Donc vous avez une situation d'éclatement extrêmement grave, extrêmement dure. Vous avez les réfugiés dans les camps. Vous avez des zones qui étaient palestiniennes, qui ont été soustraites à la Palestine et qui sont l'une entrée sous régime de la monarchie jordanienne, l'autre sous gouverneur militaire égyptien, car considéré comme étant une zone frontière, une zone de guerre. Et à partir de ce moment va naître une situation sociale d'explosion d'une société démantelée. Et tout le travail fondamental du mouvement national palestinien, qui va naître très vite, on ne connaît pas bien les premiers temps, parce que le drame arrive en 1948, en 1956, les cellules palestiniennes sont déjà à l'activité et s'organisent pour précisément relier ce corps. Ce corps a été relié en 1968 avec l'entrée des combattants palestiniens et la prise de contrôle de l'Organisation de libération de la Palestine, qui existait déjà, mais qui était une organisation créée par Nasser, le président de l'Égypte,
Et là, les Fédaïnes, donc les combattants palestiniens, vont prendre le contrôle de l'OLP. Et après, c'est une histoire connue. Donc nous sommes aujourd'hui dans ce cas de figure, qui est qu'est-ce que représentait cette première guerre et qu'est-ce qui fait qu'Israël aujourd'hui veut finir le travail de Ben Gurion. Ça veut dire refaire une Nakba et reprendre le contrôle de la totalité des territoires palestiniens. Dans cette conjoncture, le 7 octobre, un mouvement qui est le mouvement du Hamas, qui est un mouvement islamiste palestinien, qui depuis à peu près 15 ans a le contrôle absolu de la bande de Gaza, après avoir provoqué une scission au sein des organisations palestiniennes, et notamment vis-à-vis du Fatah et de l'OLP, déclenche une attaque contre un certain nombre de positions de localités israéliennes, une attaque sans pitié, il faut le dire. Cette attaque, comme elle vise des civils, est un crime de guerre. Il faut le dire parce que si les peuples palestiniens réclament le droit international s'applique également au peuple palestinien. Quand vous attaquez des civils, c'est des crimes de guerre. Mais la question ne s'arrête pas là. Si vous suivez aujourd'hui un peu le discours israélien officiel, toute la terre s'est arrêtée le 7 octobre. Ce qui se passe à partir du 7, c'est une succession infinie de crimes de guerre commis cette fois par l'armée israélienne. Ça fait 201 jours qu'on a des crimes toutes les heures. Je ne vais pas jouer à celui qui renvoie dos à dos les criminels de guerre, ce n'est pas la question. Mais pour dire à quel point nous sommes entrés dans une spirale extrêmement inquiétante et dangereuse et surtout inacceptable. Mais avant d'arriver à ce point, il faut dire 2 ou 3 mots sur le 7 octobre, ce fameux 7 octobre. Ce fameux 7 octobre fait partie d'un jeu d'échecs extrêmement complexe. Ce n'est pas par hasard que le Hamas a des centaines de kilomètres de souterrains. Ça n'est pas au cours d'une attaque. Ça se prépare. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des moyens de combat, etc. Ce n'est pas par hasard que ça dure et que c'est en train de durer et ça va durer. Donc il y a eu à un moment une décision d'attaquer Israël de façon très, très violente pour qu'Israël ne puisse pas ne pas riposter. Le 7 octobre est une opération menée pour qu'Israël entre à Gaza et s'embourbe. Ça, c'est le premier déplacement du pion sur l'échiquier. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'à ce pion, Israël va répondre en déplaçant plusieurs autres. Sur le thème « Vous ouvrez une guerre, nous allons les réouvrir toutes ». Nous allons faire la guerre à Gaza, nous allons ouvrir la guerre en Cisjordanie avec le colon, nous allons ouvrir la guerre à Jérusalem-Est et nous allons ouvrir la guerre même avec les 2 millions de Palestiniens, aujourd'hui porteurs de passeports israéliens, à qui il faudra commencer à expliquer qu'ils pourraient de nouveau, eux, à leur tour, être expulsés 75 ans après. Donc, vous avez une opération qui a embourbé, c'était le but, et une riposte d'opération de guerre qui englobe toute la Palestine. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans les conditions de 1947 où toute la Palestine était impliquée. En 1947, ce n'est pas seulement Gaza, c'est partout. Avec le rêve israélien donc de finir le boulot, comme on dit. Qu'une fois pour toutes, la Palestine ait cessé d'exister en tant que telle. Donc vous voyez que c'est une guerre qui n'a, en répondant, que la première. Elle n'a rien à voir avec les autres. Et surtout, vous voyez quelle est la cible actuelle qui est poursuivie. Le très grand problème du cabinet israélien, maintenant parce qu'il s'appelle le cabinet de guerre, bon, c'est un terme en anglais, le cabinet, le gouvernement, on va appeler ça le ministère, c'est qu'ils pensaient, ce n'est pas eux qui ont déclenché le 7 octobre, hein, c'est le Hamas qui a pensé les embourber. Ils se sont embourbés. Mais ils pensaient précisément qu'ils ne s'embourberaient pas. Le problème, c'est que le Hamas n'a pas disparu en l'espace de 1 ou 2 semaines. Ça n'arrête pas et ça ne va pas s'arrêter dans un avenir proche. À partir de là,
nous sommes de nouveau, c'est pour ça que je disais, nous sommes revenus à la case départ, confrontés à l'histoire de si tu es là, c'est que je n'ai plus le droit d'y être, et si je reviens là, tu n'auras plus le droit d'y être. C'est très grave parce que cela bloque et rend sans espoir toute possibilité de solution. Puisque si l'un existe, l'autre disparaît, si l'autre existe, l'un disparaît. Or, de 1948 au 7 octobre, nous avons développé deux choses. Un mouvement national palestinien qui prouvait que le peuple palestinien existait, alors que pendant des décennies, on a dit qu'il n'existe pas. Et également, à partir de 1988, la possibilité de se dire, après cette confrontation au départ, qui est une confrontation existentielle, peut-être que nous pouvons commencer à élaborer un art du voisinage qui permettrait de sortir de ce conflit, non plus par la guerre et les morts, mais par une forme avancée de réconciliation. Cette idée de la réconciliation était très compliquée. Elle était très compliquée parce que nous sommes persuadés, nous avons vécu une injustice profonde et une négation permanente d'existence. Mais en 1988, ce qui se passe, c'est que le Parlement palestinien en exil, qui représente toutes les régions que je vous ai citées, il y avait des gens de 48, des gens des territoires de 67, des gens de Gaza, toute la société est représentée. Donc il y a plusieurs centaines de délégués parlementaires à Alger, va voter une résolution qui est que la Palestine est prête à résoudre le conflit par voie diplomatique et non pas par la guerre. La question aujourd'hui qui se pose est de savoir pourquoi ou qu'est-ce qui a rendu possible cette ouverture palestinienne vis-à-vis de la question des deux États. Parce que dire nous sommes prêts à aller à une solution basée sur des principes de négociation diplomatique et non plus sur le combat militaire, c'est une façon de dire nous allons préparer une formule de partage qui remplacerait la notion de la division. Elle est née d'un concept et d'une nuance, je pense, assez extraordinaire qui s'est développée pendant les débats à Alger, qui est que jamais nous ne dirons que la Palestine n'est pas notre terre. Donc ce n'est pas la peine que l'on se fatigue. Ça fait depuis 1917 que nous sommes confrontés à ce danger. Nous n'avons pas cédé et nous ne le céderons pas. Nous avons dépassé un siècle de combat et nous ne céderons pas, bien que nous soyons un petit peuple et dans un pays qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de pétrole et ainsi de suite. Mais sur le plan de nos droits, nous ne céderons pas, parce que c'est notre droit fondamental. Par contre, une nuance est entrée. Peut-être que nous pouvons négocier une formule qui fasse que notre État ne soit pas installé sur la totalité de la surface de notre terre. Donc on a fait une distinction entre l'État et la patrie. Notre patrie est la Palestine, ça, que personne ne s'amuse à vouloir échanger, ça ne changera pas. Nous savons d'où nous sommes et qui nous sommes. Mais nous sommes prêts, pour sortir de cette guerre sans fin, à dire nous avons un État, mais il ne sera pas installé sur la totalité du territoire national. Le compromis historique s'est fait sur cette base. Il vient de voler en éclats. Il faut plus. Et pourquoi il a volé en éclats? Pas simplement à cause de ces développements qui commencent, qui ont 5 mois. Il a volé en éclats parce qu'en permanence, durant toute la période qui a été celle des négociations de paix, Israël était absolument convaincu qu'il ne voulait pas, même en échange d'une paix extrêmement intéressante pour lui, qu'il ne voulait pas d'un autre État à ses côtés. Alors la négociation s'est passée de façon systématique, avec ce que j'avais appelé moi à l'époque, et on y était, un double moulinet. Qui est ce double moulinet? Vous aviez d'un côté une main israélienne qui signait des accords et de l'autre la même main en même temps qui fondait des colonies. Donc qui rendait impossible, pratiquement impossible, l'application des accords.
Et il faut être un peu schizophrène pour entrer dans ce type de jeu, parce que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. En permanence, on n'a jamais eu autant de colonies que depuis qu'on négocie la paix. Et ce ne sont pas seulement les partis extrémistes d'extrême droite israélienne. Les travaillistes ont fait autant de colonies que les autres. Il y a eu systématiquement cela. Et comment ça a commencé cette histoire? Quand le secrétaire d'État américain, qui s'appelait Baker, après la guerre d'Irak, les États-Unis tiennent la planète. Après la guerre d'Irak, l'Union soviétique est effondrée. Il n'y a plus les deux blocs. Il y a un seul patron qui dirige toute la scène. On passe d'un monde multipolaire à un monde unipolaire. Les Américains veulent à ce moment profiter de la situation pour régler les choses, arranger, voir la situation au Proche-Orient, l'Irak, et ainsi de suite. On saura après que tout a été arrangé de façon désastreuse, mais ça, c'est la question de la méconnaissance totale des États-Unis du monde. Ils ne connaissent pas le monde. Ils le dominent, mais ils ne le connaissent pas. Je ferme la parenthèse. Donc, à ce moment, il y a un premier ministre israélien qui s'appelle Shamir, qui ne veut pas aller à Madrid. Il ne veut pas aller à Madrid. Et les Américains le pressent, mais il ne veut pas aller à Madrid. Nous, on veut aller à Madrid, mais à l'époque, personne ne veut de nous à Madrid en plus. Ça, c'est une autre histoire. À ce moment, paraît dans la presse américaine un article absolument incroyable d'un homme qui a géré quand même toute la fin de la guerre du Vietnam, qui est Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, qui est une longue lettre de recommandation à Shamir. Il lui dit, écoute, ne tiens pas tête. Baker te brisera la nuque. Surtout, ne refuse pas à y aller. Va à Madrid et négocie pendant 10 000 ans. Et c'est ce qui va se passer. Donc pendant 40 ans, on négocie, il ne se passe rien. Il ne se passe rien en pratique parce que la colonisation connaît des bons exceptionnels. Et puis surtout, dans cette négociation, il y a deux manques gravissimes et qui sont pour part une grande responsabilité de parties tierces. La première série de problèmes, c'est que d'entrée de jeu, les Américains, qui sont un peu les intermédiaires dans ces négociations, nous disent qu'en tout cas, on ne négocie que les questions qu'Israël accepte d'aborder. Non, il y a des questions, ce n'est pas la peine de les soulever, Israël n'en veut pas. Donc, dès le départ, il y a l'occupant qui fixe les règles du jeu. Qu'est-ce qui a fait qu'on a quand même été à Madrid? Quand même, on n'était pas naïfs. On a été à Madrid, d'une part, parce qu'on n'avait pas le choix. On sortait de la guerre d'Irak et toute la planète était tenue par une seule puissance. Mais surtout, parce que dans les règles de la convocation à Madrid, on devait être très nombreux à table. À table, il devait y avoir Israël, les Palestiniens et les Américains, les Européens, la Russie et l'ONU. Eh bien, arrivé à Washington, après l'ouverture de Madrid, les trois qui devaient être avec nous à table ont disparu. On ne les a plus jamais vus à table. On s'est retrouvés en tête à tête avec les Américains et les Israéliens. Ça, c'est un crime au sens politique, des pays qui ont disparu de la scène. Les Russes, c'était la période de Gorbatchev et tout l'effondrement. L'ONU a immédiatement vu son impuissance, puisque, en tout cas, Israël n'appliquait pas les décisions de l'ONU. Ce n'était pas la peine. Les Européens ont joué un rôle tout à fait néfaste, qui a été de dire « nous allons financer la situation palestinienne pour qu'ils ne meurent pas de faim, mais on ne pose pas de conditions ». Donc l'Europe est comme ça devenue un peu une tirelire du processus de paix et qui était stérile, puisqu'en tout cas, il allait se reproduire pendant des années. On a souvent dit dans des rencontres européens, quand même, puisque vous payez, et ça les Américains savent très bien le faire, vous devez poser vos conditions, puisque c'est vous qui payez. Et qui paye? C'est vos citoyens, puisque vous payez avec leurs impôts. Rien. Et ça a été une catastrophe.
Parce que l'Europe s'est retrouvée, et ce n'est pas du tout sa position politique, mais de facto, l'Europe s'est retrouvée en train de financer la poursuite de l'occupation. Puisque chaque fois qu'Israël détruisait des choses, les Européens disaient, bon, c'est pas grave, on repaye, on rassure, on reconstruit. Et chaque fois qu'il y avait des vols, parce que c'est du vol, c'est du pillage, dans le TVA que les Palestiniens payent à Israël, ainsi de suite, l'Europe disait, c'est pas grave, on va faire un virement. C'était de très bonnes intentions, sauf que ça permettait aux Israéliens de continuer leur jeu comme ils l'entendaient. Aujourd'hui, on récolte au niveau international et régional les fruits de cette abstention et de cette démission. Maintenant, il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels je peux m'arrêter sur les causes de l'échec de la négociation, mais je pense que c'est fondamentalement, le fait qu'on s'est retrouvé en tête-à-tête dans un rapport de force complètement déséquilibré et qu'on n'avait pas le choix que de continuer. On savait que ça n'allait pas aller très loin, on n'avait pas le choix. Et en même temps, le fait qu'on se retrouve dans une initiative venue d'une organisation palestinienne qui ne voulait pas entendre parler de négociation, qui a remis les pendules à l'heure, en quelque sorte, en commettant une attaque terrible contre des localités civiles palestiniennes et contre des militaires, et en déclenchant de nouveau une reprise, un remake, comme on le fait parfois pour certains films, de 1948, et qui a, quand je dis ramener les pendules à l'heure, on est revenu aux questions de base, à la case départ. Si tu existes, je n'existerai pas. Si j'existe, tu n'existeras pas. On est à fond aujourd'hui dans cette conjoncture. Alors, est-ce que les Israéliens ont raison d'avoir peur? Et là, je dis oui et non. Parce que si vous regardez de façon objective la situation, Israël n'a jamais, je peux le dire 20 fois, été en danger d'existence. C'est un gigantesque mensonge, car Israël est né avec une sorte de consensus planétaire, et s'il y avait eu le moindre danger réel, toute la planète aurait débarqué pour les sauver. Les Américains en tête, les Russes également, tous. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils sont en danger. Mais une fois qu'on a dit cela, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut qu'on fonctionne, par contre, comme s'ils étaient vraiment en danger? Qu'ils soient en danger ou pas, est-ce qu'ils fonctionnent comme s'ils l'étaient vraiment? Ça, la réponse est oui. J'ai utilisé dans ce petit texte cette notion qui commence maintenant à avoir beaucoup de succès en météo, entre la température réelle et la température ressentie. Dans la température réelle, Israël n'est pas en danger d'existence, ce n'est pas vrai. Dans la température ressentie, les Israéliens fonctionnent comme s'ils l'étaient vraiment. Donc leur réaction, leur fonctionnement arrive comme si c'était vrai, qu'ils risquaient leur existence. Et les réactions et les ripostes partent de ce que, aujourd'hui, à quoi on assiste, c'est une société convaincue qu'elle est en train de jouer son existence. À cela, il faut que vous ajoutiez la morgue coloniale, quand même, c'est un pays très, très colonial, le mépris des colonisés, le fait que les Palestiniens ne comptent pas vraiment, donc leur mort n'est pas une mort... bon, je passe sur toutes ces déclarations absolument obscènes sur les animaux que sont les Palestiniens, ainsi de suite, mais de fait, nous sommes dans une question coloniale. Et la guerre qui se poursuit est celle-ci. Le gros problème, qu'ils soient convaincus ou pas, mais qu'ils agissent comme s'ils étaient convaincus, c'est qu'il n'y a pas de succès. Ça, ce n'était pas prévu du côté du gouvernement israélien, quand il a riposté au 7 octobre. Personne n'aurait pensé une seconde que le Hamas allait durer 5 mois, et encore il dure. Personne n'aurait imaginé que la 4e armée de la planète, n'arrive pas en 5 mois à conquérir. Et ça, faites attention toujours à la surface. On parle de Gaza comme si c'était une des grandes régions du continent chinois. Gaza, c'est 23 km sur 10.
C'est-à-dire que quelqu'un, un homme, on sait qu'une personne marchant normalement peut faire 4 km par heure, peut traverser ça en une journée. Quant à aller de l'est à l'ouest, c'est-à-dire de la frontière à l'est de Gaza jusqu'à la mer, c'est encore plus court. Alors imaginez ce que c'est aujourd'hui, que cette armée gigantesque, avec des moyens incroyables, qui est au 105e pont aérien de munitions américaines, qui a démoli 90% du bâti de la bande de Gaza. Il ne reste plus rien. N'arrête pas de faire du communiqué de victoire et puis dire nous avons stabilisé le nord. Le nord de Gaza, c'est un trou. C'est quoi le nord de Gaza? Et 2 jours après, de dire il y a des combats intenses dans le nord, des combats intenses au centre, des combats intenses au sud. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui ébranle beaucoup de convictions quant à cette armée qui en finissait avec toutes les armées arabes réunies en 7 jours. Et là, on est au 202e jour et ce n'est pas fini. Donc, il y a là quelque chose qui s'est cassé dans un peu la conviction israélienne d'avoir une maîtrise militaire et comme quoi la solution militaire pourrait tout réduire. Mais comme ils sont également convaincus qu'ils sont en danger d'existence, il n'y a pas de voix, pour le moment encore, qui conteste ce que fait ce gouvernement dirigé par l'extrême droite des colons. Je voudrais dire 2 mots sur cette question du mouvement des colons. C'est un mouvement qui s'est développé par la démission, y compris des partis politiques qui étaient contre la colonisation, mais qui n'ont pas arrêté d'en inventer et d'en fonder. Ce mouvement est basé sur le fait, pense qu'il va terminer ce que Ben Gurion n'a pas fini. Donc une conquête totale et une disparition, une sortie de scène totale du peuple de Palestine. Ça ne marche pas, mais ça ne les empêche pas de continuer. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la société israélienne, cette politique totale, jusqu'au boutiste, marche par une forme de chantage qui est exercée vis-à-vis d'une bonne partie de la société israélienne. Ce que je vous dis là se passe uniquement entre Israéliens. On a tous des clichés qui disent l'armée israélienne est une armée morale, ça on sait pourquoi, puisqu'elle est née après le nazisme. L'armée israélienne est une armée populaire au sens où tous les Israéliens font tous les ans leur service militaire dans cette armée. Et donc, cette armée représente toutes les couches, toutes les strates de la société. C'est vrai à moitié. C'est vrai que tous les Israéliens doivent faire tous les ans un service militaire de 2 mois, je crois, jusqu'à 64 ans. Donc, ce n'est pas entre 18 et 20. Par contre, ce que ça ne dit pas, c'est que vous ne faites pas une armée qui est la 4e du monde à coup d'entraînement 2 mois par an. Ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. À côté de cette armée, il y a une autre qui est une armée professionnelle de métier. Dans cette armée de métier sont regroupées toutes les unités d'élite. Les unités d'élite ne sont pas là où je disais il y a 2 minutes. Les paras, les commandos, les forces, les gardes frontières, toutes ces forces sont dans l'armée de métier, c'est-à-dire qu'ils sont 12 mois sur 12 au travail. Et la force de frappe, l'armée israélienne, c'est celle-ci. Or, ça fait des années, en même temps que se passait ce moulinet que je vous ai décrit, que les colons investissent les unités d'élite. Donc aujourd'hui, les colons ne sont pas la majorité numérique, mais c'est eux qui tiennent la force de frappe réelle de l'armée. Et ces colons disent un message à leur société. Vous voulez 2 États, guerre civile. Guerre civile israélienne. On l'a beaucoup lu, beaucoup entendu. Vous ne voulez pas de guerre civile? On va s'occuper de vous laisser mener la vie agréable que vous menez. On s'occupe des Arabes, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer le mot palestinien. Les Arabes, on s'en occupe. Donc il y a eu quand même pendant des années cette démission de la société qui voyait bien que les colons étaient en train de faire une mainmise totale
sur les institutions, il y a eu cela et on est aujourd'hui là où nous nous trouvons parce qu'il y a eu cette démission. C'était plus pratique, plus tranquille. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Et ils n'arrivent pas, bien qu'ils aient une armée d'élite, etc. Et c'est ces unités d'élite qui sont en train de commettre les crimes de guerre, les massacres et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, au niveau d'Israël, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a une possibilité d'une poursuite de la folie. Pas plus tard qu'hier, un ministre du gouvernement dit, voilà, maintenant c'est clair, voilà les 3 étapes qui nous attendent. Nous allons tout d'abord commencer par attaquer le sud de la bande de Gaza, là où les Américains leur disent, s'il vous plaît, arrêtez et ne faites pas ça. Donc Rafah et Khan Younes, les deux localités principales du sud. Ensuite, nous allons régler son sort au Hezbollah libanais, donc on va envahir et ravager le Liban. Et ensuite, ça va être l'Iran. Ce qui est un schéma de malade mental. Hein. Mais il se peut qu'ils y aillent. Et pourquoi il se peut qu'ils y aillent? Parce que nous sommes en train d'assister à 2 phénomènes qui vont se répercuter sur l'ensemble de la scène mondiale. Le premier, c'est que les États protégés, Israël en est un, peuvent envoyer promener leurs protecteurs sans conséquence. Si vous suivez les 5 mois qui viennent de se terminer de cette guerre, Biden, le président des États-Unis, a reçu une claque quotidienne. Il n'a rien pu faire et surtout, il a continué à livrer des armes. Et là, les Américains font maintenant à leur tour ce double moulinet. D'une part, ils envoient des bombes et d'autre part, ils pleurent les victimes civiles qui sont tuées avec les bombes qu'ils envoient. Donc, il y a une donne nouvelle, très importante, très grave. Il n'y a plus l'ordre qu'on connaissait. Biden n'a pas pu, c'est quand même à coup de milliards de tonnes et de tonnes d'armes. Les stocks stratégiques américains sont dépourvus en ce moment en Europe. Les Américains commencent à s'inquiéter parce qu'ils sont en train de manger sur leurs stocks. Vous savez, les stocks sont toujours gardés dans le cas d'une confrontation planétaire pour qu'il y ait des réserves de riposte. Il a demandé une fois l'accès de 3 camions de vivres à travers une porte tenue par l'armée israélienne au nord de la bande de Gaza. Netanyahou lui dit non. Si tu veux envoyer des vivres, tu fais du parachutage. Il a fait des parachutages qui se sont très mal passés parce qu'il y a eu des morts, les pauvres qui ont été tués par la chute des cargaisons qui tombaient du ciel. Biden dit, ça ne marche pas, je voudrais... Il dit, ah non, maintenant, écoute, si tu veux faire ça, fais-le par la mer. Les Américains sont en train de construire des pontons maintenant, au large de Gaza, pour soi-disant pouvoir faire entrer des vivres. Et vous verrez que si ces pontons sont faits, Israël les utilisera pour expulser des civils vers Chypre. Vous verrez que les Américains auront donné les moyens techniques pour l'expulser par la mer. Puisque les Égyptiens disent, si vous faites passer la population civile sur le territoire de l'Égypte, nous sortons du traité de paix avec Israël. Parce que c'est la fin de la situation égyptienne. Donc nous sommes dans cette situation où vous avez un pays qui est alimenté, approvisionné, financé, armé par une puissance mondiale et qui dit « je n'applique aucune de tes demandes et tu vas continuer et à voter des budgets et à aider et à suivre » et les Américains suivent. Toute petite parenthèse, vous verrez que si cela continue, c'est la fin de l'Ukraine. C'est la fin de l'Ukraine. Les Américains ne s'en rendent pas compte et les Européens ne s'en rendent pas compte. Mais tout le monde maintenant, les Allemands, bien sûr, mais les Allemands, il y a de quoi se faire pardonner. Les Anglais, les Américains envoient des armes et pleurent les victimes. Ou bien envoient des vivres. C'est comme s'ils avaient décidé qu'on allait mourir, mais rassasiés. On aura eu de quoi manger avant. Il y a une hypocrisie, mais terrifiante, dans ce qui est en train de se passer.
et une impuissance nouvelle. Et puis il y a autre chose aussi, et qui est une menace, à mon avis, pour toute la planète. Nous sommes en train d'assister à une entreprise de fin du droit. Si Israël ne répond pas, c'est qu'Israël a décidé de ne plus appliquer aucune disposition de droit. Ça n'est pas né avec cette guerre, c'est un processus qui a commencé il y a quelques années, avec les 3 grandes puissances planétaires qui sont unies sur ce point. Ils n'aiment pas le droit international. Les Russes ne l'aiment pas, les Chinois ne l'aiment pas, les Américains ne l'aiment pas, pour des raisons opposées, mais ils sont d'accord, ils n'aiment pas ça. Pendant toutes les négociations, que nous disaient les interlocuteurs américains? Arrêtez de nous casser les pieds, comme ça, avec vos histoires de résolution de l'ONU. Israël n'aime pas ça, et nous n'aimons pas comme ça, nous n'aimons pas le droit international. Bon, on négocie comment? Il faut que vous élaboriez vous-même, et là je prends leur terme, vos termes de référence. On disait, mais nos termes de référence sont dans les résolutions internationales. Non. Oubliez le droit international. Israël n'aime pas ça. Et nous non plus, on n'aime pas ça. C'est quoi le terme de référence? C'est ce que vous voulez. Mais si je dis ce que je veux et que je suis une partie occupée, si l'occupant dit, voilà mes termes de référence, quels sont les termes de référence qui vont être appliqués? Ceux de la puissance occupante. C'est lui qui tient le terrain. C'est lui qui tient le terrain. C'est lui qui impose. Et donc, c'est une espèce de remplacement du système du droit par une loi de la jungle qui est le plus fort et dira ce qu'il veut. C'est la fin d'un système né en 1948 avec l'élaboration des droits de l'homme et du citoyen, des droits universels, et un slogan sur la question des génocides qui est né à la même période, en 1948, en termes de droit, la définition des génocides, qui est né en étant défini sous une étiquette « plus jamais ça ». C'est fini. Ça n'est pas né avec cette guerre, mais c'est en train un peu de s'accomplir avec cette guerre. Et personne n'est étonné qu'Israël n'applique aucune résolution. Parce qu'il y en a eu des demandes depuis 5 mois. Ils ne répondent pas. Et les autres continuent à envoyer des armes et de l'argent et des armes et de l'argent. Tout cela va être payé très cher, jusqu'au jour où, ça aussi c'est une mutation au niveau de la planète, et c'est important de l'aborder. Jusque-là, qui était la partie qui rappelait au monde les règles? C'est les pays du Nord, c'est l'Occident qui s'est chargé d'expliquer les génocides, et l'ONU, les droits universels de l'homme et du citoyen, ainsi de suite. L'Afrique du Sud vient de mettre la main sur cela. Ça, c'est un renversement, une rupture très grande, même si elle n'a pas encore d'effet concret. Aujourd'hui, c'est des pays du Sud qui rappellent les règles. Mais est-ce qu'ils auront gain de cause? Je ne sais pas. C'est un bras de fer en cours. Mais c'est quand même une chose qu'il faut absolument signaler. Aujourd'hui, ceux qui rappellent les règles de la Déclaration universelle, c'est les pays du Sud, pas du Nord. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et nous sommes en attente maintenant, avec tout ce qui se passe, de voir qu'est-ce qui va rester encore de ce système du droit qui a régi la vie du monde de 1948 à 2024. Il faut ajouter aussi une chose, qui est que la Palestine est une caisse de résonance. La Palestine est une caisse de résonance de la planète. C'est pour ça que ce territoire extrêmement petit, cette démographie, aujourd'hui, après 75 ans, nous sommes 14 millions. Ce n'est pas une démographie gigantesque. Mais tout résonne en Palestine, et tout résonne en Palestine sans que tout parte de Palestine. C'est ça qui est très, très particulier à cette terre. Par exemple, la question de l'Holocauste, elle a commencé ailleurs, mais elle est aujourd'hui posée sur le sol palestinien. La question juive, elle est posée. La question de la sainteté est partie de là, elle est posée sur le sol palestinien. La question de la stratégie et des blocs Est-Ouest, elle était là, et ainsi de suite. Donc il y a une résonance incroyable de ce petit pays, cette petite terre. Partant de là, dans ce que j'ai appelé la résonance,
nous entendons maintenant, et c'est peut-être des signes d'espoir, hein, des échos qui ne viennent pas de Palestine, hein, mais qui convergent vers la Palestine. Tout d'abord, nous sommes en train d'avoir des échos qui nous font beaucoup penser à la fin de la guerre du Vietnam. Ce qui se passe aujourd'hui sur les campus américains nous rappelle beaucoup 1978, quand il y a eu un renversement énorme après des années de guerre au Vietnam, et c'est parti des campus. Mais cette fois-ci, ça résonne sur la Palestine, alors qu'il n'y a pas d'armée américaine en Palestine. Mais c'est une caisse de résonance. Il y a autre chose. Aujourd'hui, on parle de charniers découverts autour des hôpitaux qui ont été occupés par l'armée israélienne avec des centaines de cadavres. Qu'est-ce que ça vous rappelle? La guerre de l'ancienne Yougoslavie. Vous vous souvenez? Et quand le tribunal pénal international a commencé à s'occuper des criminels de guerre serbes. Et bon, aujourd'hui, par exemple, les Israéliens qui sentent très bien ces affaires commencent à donner des instructions à leurs officiers de ne plus jamais voyager, car ils pourraient être cueillis aux aéroports quand ils arrivent. Les Américains commencent à se demander comment ça va se terminer toute cette histoire, mais elle pourrait se terminer mal aussi, parce que cette histoire pourrait faire revenir Donald Trump au pouvoir. Les troubles dans les universités américaines, dans les campus. Donc, toutes les possibilités, toutes les hypothèses sont ouvertes. Nous sommes dans un cas en cours. Il est très difficile de commencer à faire des pronostics. Par contre, il faudrait quand même dire deux mots sur cette histoire des deux États. Et après, je m'arrêterai et si vous voulez qu'on aborde d'autres aspects, on le fera. Aujourd'hui, tout le monde dit, les Américains en tête, il faut reconnaître la Palestine. Ça, c'est une chose qui peut être une solution réelle. Ce que les Américains, dans leur formidable hypocrisie habituelle, ne disent pas, c'est qu'on a déjà plus de 140 pays qui nous ont reconnus. Ce n'est pas la question de la reconnaissance, ce n'est pas vrai. On a plus de pays qui nous ont reconnus que de pays qui ont reconnu Israël. Ce n'est pas vrai que c'est une question de reconnaissance. Ce que les Américains ne disent pas, c'est reconnaître la Palestine, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous reconnaissez? Que contient cette reconnaissance? Si c'est juste, comme ils disent, nous allons reconnaître la Palestine, et après nous allons graduellement arriver vers les deux États, ce n'est pas la peine, parce que c'est un remake, on va recommencer ce qui s'est passé à Oslo. On va négocier pendant 40 ans et on nous dira de nouveau, attends, avant de dire ce que tu veux, il faut que tu saches ce qu'Israël accepte. Et ça va repartir. On a négocié pendant 30 ans, vous voyez le résultat. Donc aujourd'hui, si cette question doit être posée, et nous voulons la poser, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils reconnaissent. Et c'est très simple. Dites-moi quelles sont les frontières que vous reconnaissez. Dites-moi quelle est la capitale que vous reconnaissez. Et dites-moi sur quelle continuité territoriale s'exercera ma souveraineté. Si vous me dites, eh bien, c'est occupé, on vous dira oui, c'est occupé. Mais à ce moment, plutôt que de perdre des années à définir ce que vous reconnaissez, votre tâche sera précisément, dans ce que vous avez reconnu, d'enlever les obstacles. Si cette terre est occupée, si vous dites « je reconnais que Jérusalem-Est est la capitale », à ce moment, vous travaillez à faire que Jérusalem-Est devienne une capitale souveraine. Pas à me prendre 30 ans pour me dire « Jérusalem-Est, ah bon, attends, c'est où? Quel quartier? Quelle rue? Quel lieu religieux ?» Il faut à tout prix sortir. Et c'est pour ça que dans cette brochure, j'ai fait tout un développement en expliquant qu'il fallait, pour une fois, placer la charrue avant les bœufs. Commencer par la fin. Fin, F-I-N, pas la fin, parce qu'il y a la fin également à Gaza. Vous voyez? Donc, c'est cela qu'il faut faire. La bataille de la reconnaissance est très bonne. Il faut la mener, mais il faut qu'elle soit concrète. Nous voulons savoir ce qui est reconnu. Ensuite, si vous dites que c'est compliqué à appliquer, je dis d'accord, voyons comment appliquer. Mais je sais où sont mes frontières. Je ne vais pas passer de nouveau 50 ans à essayer de faire des tracés en disant là, tu ne peux pas, là, tu comprends, il va peut-être changer. Et c'est ça qui s'est passé dans le cadre d'Oslo jusqu'à présent.
Donc nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante, extrêmement difficile, parce que nous avons, et ça c'est une chose très dure pour nous d'en parler, nous avons des milliers d'enfants assassinés. Je ne dis pas des milliers d'enfants morts, ils ne sont pas morts, ils ont été tués. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 15 ou 16 000 gosses. Chaque fois que j'aborde la question des chiffres, je dis à la salle, vous savez, dans 1 heure, mes chiffres seront faux, parce que les bombardements continuent. Je dis à la salle, je ne sais pas quel sera le chiffre final, parce que dans une zone où 90% du bâti est démoli, qu'est-ce qu'on va découvrir sous les décombres quand on va commencer à déblayer? Combien de morts? Et c'est une chose terrible, terrible également parce que jamais, jamais, la détestation palestinienne vis-à-vis d'Israël n'a atteint ce stade à cause de nos enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'accepter tout cela. Et ce n'est pas possible de voir l'hypocrisie de tous ces pays qui continuent à envoyer des armes en disant, bon, ça serait bien que ça se calme, etc. Alors, la question qui reste par rapport à l'avenir, est-ce que le monde va se laisser mener vers un désastre par ce gouvernement d'extrême droite israélien ou pas? Aujourd'hui, tout semble pencher vers la réponse inquiétante, à savoir qu'ils ne feront pas grand-chose, qu'ils ne réaliseront qu'ils sont dans l'impasse et dans la grande crise, qu'une fois qu'ils seront complètement dedans. C'est très grave, c'est très, très grave. Est-ce qu'il y a moins un petit sursaut dans la société israélienne? Je dois constater, et j'espère que ce n'est pas juste une petite manifestation, il y a depuis quelques jours des critiques israéliennes qui commencent. Il faut que vous sachiez que c'est un débat entre eux. Il n'y a pas un mot de compassion pour les victimes palestiniennes chez ceux qui sont contre la guerre, ceux qui sont contre les colons. Il n'y a pas un mot de compassion. C'est entre eux. C'est dans le cas de la tribu israélienne. Il y a 2 thèmes qui commencent à circuler. Le premier, c'est qu'une victoire militaire est impossible, et que ça va être le désastre, et que ça suffit. Donc, constat de bon sens. Il y a une autre qui est plus intéressante et qui est menée par certaines figures mondialement connues, notamment il y a un intellectuel israélien qui a eu un succès planétaire, qui est un anthropologue, qui a fait un livre un peu sur l'histoire de l'humanité sur Terre, qui s'appelle Harari. C'est un livre qui a été traduit en 50 langues, etc. Bon. Il vient de sortir un très long texte dans la presse israélienne, encore qui concerne que les Israéliens. Il n'est pas inquiet par rapport aux morts palestiniens, qui dit Israël est en train d'être mené par un gouvernement qui fonce vers un suicide collectif. Nous allons disparaître. Ce n'est pas que nous allons perdre cette guerre, mais Israël va disparaître à cause de cette politique. Et là, il a recours à un syndrome qui était déjà utilisé concernant les Israéliens, qui est le syndrome de Samson. Vous savez, dans l'épisode de la Bible, quand Samson se sent démuni de tout, il a perdu sa vue, il a les yeux crevés, mais ses cheveux ont repoussé, sa force herculéenne est de nouveau là, et il lance ce cri, « Seigneur, faites que ce temple tombe sur moi et mes ennemis. » Donc c'est un suicide de Samson avec les Philistins, selon le récit biblique. C'est le syndrome de Samson. Harari pense qu'Israël, je suis de cet avis, Israël est engagé dans un syndrome de Samson qui va mener, mais s'ils se détruisent, ils vont nous entraîner avec eux. Il n'y a pas d'illusion. Donc voilà un peu le paysage aujourd'hui pour vous expliquer notre immense inquiétude et également notre peine immense. Parce que peut-être que ça ne joue pas beaucoup pour d'autres, peut-être que les morts, les chiffres sont des chiffres. Pour nous, 15 000 enfants morts, ce n'est pas des chiffres. Ce n'est pas des chiffres. Et ça n'est pas possible d'accepter cela. Et je ne sais pas si des gens, un jour, veulent reprendre le dialogue, veulent reprendre la négociation, veulent reprendre un processus qui aboutirait à une réconciliation, je ne sais pas si ça ne va pas être très, très difficile
à cause de ce qui vient de se passer. Il y a eu vraiment ils ont coupé tous les ponts. Donc on verra. Je suis désolé si j'ai plombé la salle, mais je pense que la moindre des choses est de dire la vérité à ses amis, de ne pas embellir ou d'enjoliver les choses. La situation est très dangereuse. Tout à l'heure, monsieur le maire disait peut-être que la solution ne viendra pas de là, mais si, je pense qu'elle viendra de là aussi. Car nous ne pourrons pas dépasser cette crise sans l'appui de tous nos frères dans le monde. Ça ne pourra pas se faire par un héroïsme strictement palestinien ou arabe. Nous avons besoin de personnes comme vous, partout, pour pouvoir faire fléchir un peu cette course à l'abîme qui va toucher tout le monde. Personne n'en réchappera. Il faut vraiment le sentir et le voir. Donc, je vais m'arrêter et si vous avez des questions, on peut commencer à discuter. Voilà, merci beaucoup.